Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ils rendent le territoire plus attractif, plus affectueux aussi, plus doux, plus savoureux et surtout leur fantaisie peut vous transporter dans des contrées inattendues. Son univers coloré, poétique et facétieux vous guide tout en douceur vers des lectures engagées, des ouvrages forts et inspirants comme son parcours. Le parcours est fastidieux pour dénicher le précieux champignon caché sous terre, mais notre invité en connaît tous les secrets pourvu d'être bien accompagné. Et l'accompagnateur de montagne n'a pas voulu cacher son violon d'Ingres. Le piano se marie à la rando pour une expérience inoubliable. Grâce à vous, Alexandre Guéry, bienvenue sur Terre. Bonjour. Vous êtes accompagnateur en montagne et pianiste. Vous nous embarquez dans une rando piano en Chartreuse exclusivement ce soir ? Essentiellement en Chartreuse, c'est-à-dire que les randos piano que moi j'organise, je les organise effectivement dans le massif où j'habite, qui est la Chartreuse. D'accord. Mais ponctuellement, et notamment l'été, je suis également programmé par des programmations estivales sur d'autres massifs. D'accord. Notamment les Bauges ou le Beaufortin. On va tout savoir dans un petit instant. D'accord ? D'accord, avec plaisir. On vous retrouve un petit peu dans la suite. Je vois que la musique s'est arrêtée, c'est la musique qui la stresse un petit peu. Alors, avec vous, Pascal Filuso, on va sous terre. Vous êtes trufficulteur de passion, pas de métier, mais ça, on va savoir de quoi il s'agit dans un instant. On est en pleine saison de la truffe d'été et vous allez nous dispenser de précieux conseils. Merci d'être là. Et elle a les pieds sur terre, mais l'esprit rêveur, heureusement. Et elle a réalisé son rêve malgré les vicissitudes, les obstacles, les souffrances. Manon Oliva, bienvenue chez nous, chez vous aussi. Hein, vous nous avez amené un petit bout de vous. Un petit assortiment de la librairie, là, les petits coups de cœur du moment. Bon, vous êtes libraire, c'est chouette de le dire et de se l'affirmer. Vous êtes aussi la maîtresse de Ouma, qu'on a vue ici et qu'on verra. Pour l'instant, elle ne veut pas forcément rester sur moi, elle est un petit peu stressée, mais elle fait partie de la maison. Donc, comme elle est ici, mais je pense qu'elle va aller se cacher. Où est-ce que tu vas aller, ma grande ? Sous le meuble. Pour l'instant, on va voir si elle reste sur moi. Ça y est, c'est bon, elle est un petit peu plus chaud. On la représentera tout à l'heure. Elle fait partie des meubles. Hop, allez, hop. Voilà, va où tu vas, ma grande ? Voilà, ça y est, elle revient. Elle m'a laissé un petit souvenir aussi. Manon, donc vous êtes libraire. C'était votre rêve de toujours ? Rêve d'ado. Rêve d'adolescente. D'ado. La lecture petite, oui, c'était votre truc aussi ? C'était un peu lié au handicap. J'ai été beaucoup immobilisée du fait de mon handicap, l'hôpital, voilà. Et en fait, je m'évadais beaucoup au travers de la lecture. Et c'est devenu une passion très très tôt. Puis nous n'avions pas la télé. Ça aide pour lire aussi. Oui. C'est sûr que ça aide à s'évader, à se créer des univers, et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Dans votre librairie qui s'appelle Les Petits Livres de Manon. Tout à fait. C'est vrai qu'on a l'impression que tout est petit, un peu, chez vous, mais pas tant. Cet univers, il est très très grand, c'est plein de poésie. C'est vraiment le lieu que vous rêviez d'ouvrir en affichant un menu comme si le livre était une gourmandise. Alors c'est un lieu gourmand. Qui l'ai mis en place, en fait, Lucille. C'est-à-dire que la librairie, j'ai fait faire des travaux... même au niveau des étagères, j'ai fait ajouter des meubles, j'ai mis en place des mois à thème, le menu littéraire, la vitrine. J'ai eu un super menuisier. et du coup, après, voilà, c'est vraiment un métier passion. Donc, ça se voit d'après mes clients, ça se voit au travers de tous les aspects de la librairie. Elle est à Gières, cette librairie, place de la République. Ça fait combien de temps maintenant qu'elle est ouverte ? Alors, moi, je l'ai rachetée en décembre 22. Ouais. Et par contre, elle a ouvert en avril 21. Et c'est une librairie comme les autres, où on vient acheter des livres, on vient aussi donc déguster les nouveautés sur vos suggestions. C'est aussi une éco-librairie. On retourne tout de suite avec Ouma, parce qu'elle fait vraiment partie de cet univers. C'était votre volonté aussi de pouvoir avoir la douceur d'un animal qui soit intégré à cet établissement ? Alors, c'est-à-dire que moi, j'allais reprendre un animal, je venais de perdre mon chien. On m'a proposé un peu Ouma comme ça et ça s'est fait un peu par surprise.
Mais il était hors de question que je prenne un animal que je puisse pas amener sur place. Et comme vous avez vu, elle a des très bons choix de lecture. Hein. Harry Potter, Eragon, c'est pas mal quand même. Hein. Gros caractère, il y a marqué sur son étiquette. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a choisi. C'est un chat particulier qui a beaucoup de succès, je crois d'ailleurs en Asie. C'est une British Longhair. British Longhair, voilà. Et donc tout le monde peut la caresser, on peut jouer avec elle. Oh, les enfants s'en privent pas, les adultes non plus d'ailleurs. Donc on peut aussi venir dans la librairie juste pour caresser le chat. Un peu, c'est pas encore une librairie à thème, mais c'est peut-être un. Mais je peux annoncer une surprise? Oui, pour les amateurs de chats exclusivement. Oui, en fait, Ouma va avoir un petit frère à la librairie dans moins d'1 mois. Le même? La même race. Alors, ça s'est fait entre hier, votre départ, et ce matin. Ça, c'est une belle et grande nouvelle, parce que vous aimez les chiens truffiers, bien sûr, les chats aussi. Ils auraient pu bien s'entendre, les deux, sur le même plateau. Disons, ma compagne, elle n'aime pas le chat, parce qu'elle est allergique. Voilà, déjà le chien, c'est déjà pas mal. Oui. Donc, le maître. C'est déjà un beau début. Manon, on a planté votre décor avec les petits livres de Manon. J'aimerais aussi qu'on raconte votre histoire, puisque ouvrir cette librairie, ça a été un parcours du combattant pour vous. Vous êtes atteinte de polyarthrite depuis l'âge de 4 ans. Vous êtes tombée malade à l'âge de 4 ans. Beaucoup de souffrance, un parcours hospitalier très long et très douloureux. Ouais. Pas que hospitalier, mais très lourd, très douloureux. Et heureusement, j'avais la famille qui était là pour soutenir. Sans eux, je ne serais pas là où je suis. Mais non, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un grand soutien, c'est hyper important d'être bien accompagné. Et après, j'ai aussi un caractère assez déterminé et dynamique. Mais ça aussi, je pense que ça vient un peu de ma famille, de rien. Et je ne me suis jamais laissée abattre. Et c'est vrai que moi, c'est aussi ce que je veux mettre en avant à la librairie. C'est-à-dire que, oui, il y a des difficultés. On connaît tous dans la vie des moments où on est vraiment au fond du trou. Mais on est toujours capable de dépasser ça et de mener ses rêves ou d'aller plus loin. C'est vraiment ce que j'essaie de montrer à la librairie, notamment au travers du rayon 10, au travers de livres très engagés. Je suis très inclusive avec tout type de public. Et voilà, donc c'est vraiment un de mes fers de lance. Des livres très engagés sur tous les thèmes de société aussi. Vous amenez le public à réfléchir, à s'ouvrir à notre monde aussi. C'était une volonté qui était très forte. C'est-à-dire que c'est un univers tout en douceur et coloré, avec des lectures très engagées. Pas que, bien évidemment, mais il y en a, et il y en a pour tous les goûts, tout le monde. Et après, moi, je connais très bien mes clients, c'est du commerce de proximité. Je fais très attention à leur goût, et quand je travaille mes catalogues de nouveautés, j'ai tous mes clients en tête. Je sais à quel client pratiquement va aller quel bouquin que j'ai commandé. Je me plante pas souvent. Oui, petit à petit aussi, on arrive à créer les menus en fonction des goûts, des clients. Ces obstacles, est-ce que vous les avez rencontrés aussi? Vous dites que vous avez dû adapter cet établissement-là. Il a fallu se battre véritablement pour pouvoir accéder à cette bibliothèque, cette librairie. On confond presque cette librairie de vos rêves. Oui, déjà, la procédure de reprise n'a pas été facile. Et puis après, toute la mise en place, l'installation, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et puis il faut le temps, même si je suis giroise depuis déjà 18 ans, donc je connais quand même la commune, les partenaires de travail. Il faut quand même aussi le temps de se faire connaître, de mettre sa patte, et puis de faire connaître toutes les petites spécificités. Donc moi, de briser des préjugés aussi. C'est-à-dire, ce sont des préjugés. Vous êtes capable, c'est ce que vous avez voulu prouver. Après, honnêtement, Gières est une ville très inclusive. Vraiment. Et ils sont beaucoup dans le social. Et moi, je me sens pas isolée. Enfin, je me sens pas mal pas à part, de handicap. Voilà, pas à part. Donc ça, je pense pas que ce soit partout dans toutes les villes comme ça. Mais honnêtement, sur Gières, on s'y sent bien. Dites donc, ces derniers temps, on fait quand même beaucoup la promo de Gières à la télé. Là, c'est fou. Vous avez des ambassadeurs. C'est bien, Gières. Hein. Bon, allez, on enverra cette petite séquence à Raphaël Quenard, qui va certainement pas dire le contraire aussi. Ça fait plaisir, ça, quand même, d'avoir... vous l'avez rencontré, il vient vous voir des fois? Alors, non, pas du tout. Mais par contre, j'ai des clients qui ont été interviewés par votre collègue qui le connaissent depuis l'enfance. Ah ben voilà.
Un jour peut-être. On est certain qu'il trouvera chaussure à son pied dans votre établissement quand on connaît cette personnalité, cet acteur très, très en vogue, originaire de cette commune. On parle du handicap, tout type de handicap aussi. Alors, vous faites la part belle aux enfants dans cette librairie, et notamment aux enfants souffrant de troubles 10, avec des lectures adaptées. Voilà, c'est ça. Moi, alors la librairie est généraliste, ça je tiens à le préciser. Donc il y a adultes et jeunesse, mais après il est vrai que je suis spécialisée jeunesse et spécialisée public 10. Donc c'est vrai que j'ai tendance à me lâcher un peu dans l'achat des albums, des romans jeunesse, etc. Avec une écriture accessible. Oui, voilà, alors les public 10 ont certains besoins. Il faut, les livres adaptés, c'est un réel travail de les adapter. Toutes les maisons d'édition ne le font pas. Il y en a qui sont vraiment peu connues parce que toutes petites, elles font que ça. Donc c'est un travail de veille, un peu de tous les instants aussi. Il en faut un peu pour tous les goûts. Donc c'est vrai que je me tiens au courant. Et j'ai vraiment cette envie de développer ce rayon de plus en plus, d'informer aussi un maximum. Et je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais c'est pour ça qu'il va y avoir une conférence. C'est un peu mon bébé là, de 2024-2025. Pour 2024, je pense que ce sera 2025. On peut annoncer pour 2025. Voilà. Alors des conférences pour inciter, ne pas décourager, c'est ça, ne pas décourager les enfants souffrant de dyslexie notamment à lire, parce qu'on sait que ça demande beaucoup d'efforts et c'est très fastidieux. La fluence est très compliquée pour eux. Ce ne sera pas que pour les enfants, Lucille, la conférence, ce sera vraiment informer, même sensibiliser, donc les adultes aussi. Et il y aura notamment l'aspect alimentaire qui sera évoqué par une de mes partenaires de travail qui est naturopathe et qui s'est spécialisée dans l'alimentation liée aux troubles du neurodéveloppement. Ça va être très... Donc Magali Haguet, je n'ai pas amené sa carte là, mais elle est trouvable sur les réseaux sociaux. On en reparlera peut-être sur le plateau de notre JT d'ailleurs sur Télé Grenoble. Vous le disiez, c'est généraliste, il y a beaucoup de diversité, pas seulement des livres aussi. Vous avez beaucoup de petits objets de déco qui donnent un aspect, une ambiance très cosy à votre librairie. Des cadeaux aussi, des emballages en tissu qui s'offrent et se réoffrent, entre autres. Alors à la base, c'était pas pour la déco. C'est parce que c'est du fait main, c'est du local, c'est des produits naturels ou bio, pourquoi pas. Donc là, on a des pochettes à livres, on a les sacs qu'on appelle les sacs d'Hermione avec la créatrice. Vous la trouvez sur les réseaux sociaux. Là, vous les avez là. Les sacs d'Hermione, vous voulez, ou les pochettes à livres? Voilà, super. Différentes pochettes à livres. Elle a le grand format aussi, on peut commander sur son site. Du coup, c'est Oka l'artiste sur les réseaux. Alors là, on les appelle les sacs d'Hermione. D'accord. Pourquoi ? Parce que on peut mettre sa maison dedans. Voilà. Donc des artisans, des créateurs locaux. Ça, c'était très important aussi de faire. J'ai un beau rayon écologie au niveau des livres et ça tient à cœur de beaucoup de mes clients. Le furoshiki, qui est l'emballage cadeau en tissu. Oui. Et puis vite. Des petits savons. Savon fait main par. Donc là, c'est le créateur. Alors, j'ai mangé son nom. Donc, Rien qu'un savon. Parce qu'il a deux noms, c'est la même personne. Donc, le savon, c'est Rien qu'un savon. Et là, c'est les lampes, c'est aussi lui qui les fait en bois de chêne. Donc, c'est Nicolas Dagano. On peut trouver sur Internet. Bois de chêne de la forêt de Troncé, c'est tout fait main. Et les livres, alors vous êtes venu, alors en un tout petit mot, vous êtes venu avec le prix Renaudot des lycéens 2023, notamment Panorama. Il est juste là devant nous. Vous n'avez pas amené de manga, mais... Non, désolée Lucille, votre fils va me faire la tête. Ni un mortel Adèle. Non, mais non, pas non, que, non. Donc des lectures pour tous que vous illustrez ici. Alors c'est vrai qu'il y a majoritairement de l'ado là. Alors on va commencer par la collection L'Ardeur qui pour moi est à défendre. Parce qu'elle a été créée pour essayer de contrebalancer les réponses que les ados peuvent trouver sur Internet, notamment avec la pornographie. Là, c'est une collection tout en douceur, tout en subtilité, sur tous les thèmes liés à la sexualité. Avec des repères. Voilà, c'est ça. Des vrais repères. Et Absolu. Alors ça, c'est un peu mon dernier chouchou. Regardez, levez-le un tout petit peu, parce qu'il est mangé, voilà, c'est ça. Et si on le met là? Voilà. Alors, le tome 1 étant celui-là. Faites attention. Je suis là. Absolu, les mobiliser et les effacer.
Voilà, donc ça, il va y avoir une dédicace alors à la fin de l'année normalement pour la sortie du tome 3 à la librairie. Super, des livres pour ados encore. Voilà. Très bien. On n'a pas retrouvé Ouma? Elle est où? Eh bien, je pense qu'elle s'est planquée parce qu'à mon avis, vous l'avez un petit peu effrayée avec tous vos bruits C'était tout. Non. Mais là, elle va se réveiller parce qu'il va y avoir un petit peu de musique là, avec le jingle. Manon, on vous retrouve avec plaisir, ne serait-ce que pour aller papoter un petit peu avec vous. C'est un vrai délice. Rue de la République, place de la République, à Giers. Merci encore à vous d'être venu ici. Là, on va sous terre maintenant, tout de suite. Je crois qu'elle est restée prostrée sous le plateau ici. Alors Pascal, merci Saint-Antoine, vous connaissez. On sait que c'est le saint patron des objets perdus. On le découvre aussi, saint patron des objets non pas perdus, mais très recherchés. C'est le saint patron des trufficulteurs, j'ai appris ça. Oui, c'est le patron des trufficulteurs qui se fête au mois de janvier, la 3e semaine de janvier. D'accord. Et il a du travail, alors Saint-Antoine, parce que j'ai cru croire qu'il y a... J'ai cru qu'il y a beaucoup de travail. On fait ça, et c'est aussi ça. La fête de la truffe et du cochon. Oui, c'est ça, des charcutiers. Voilà, Saint-Antoine, c'est le saint patron de tout le monde. Mais non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trufficulteurs en Isère. Ouais. Et ça, on l'ignore, des trufficulteurs ou des caveurs, c'est ça? Trufficulteur, c'est quoi la différence? Gaveur, c'est plutôt quelqu'un qui va les ramasser en sauvage. Donc, trufficulteur, c'est celui qui produit de la truffe. Qui a sa truffière. Voilà, c'est ça. C'est pas la région la plus réputée par rapport au Gers, par exemple? Disons, à l'époque, l'Isère était un très gros producteur. Donc, faut savoir qu'il y a 80% de territoire potentiel à la truffe. Donc, l'Isère... 80%? Ouais. Ah, waouh! Donc, l'Isère a l'avantage d'avoir 5 variétés de truffes, non pas dans le sud, 3. Donc, on a, alors, selon la mélano qui vient sur les terrains calcaires. La mélanosporum, c'est la grosse noire. Voilà. Ouais. C'est la truffe du Périgord qu'on appelle. Non, c'est la truffe d'hiver. Après, donc, il vient la truffe d'automne. Je vous en ai piqué une. Oui. La Tuber incinatum, qui vient à partir du mois d'octobre jusqu'à janvier. C'est pas ça, toujours pas? Non. Après, on a la Tuber aestivum, c'est celle que vous avez dans les mains. Truffe d'été. C'est la truffe d'été. Elle est un peu plus blanche ou pas? Elle est blanche. Alors, c'est une cousine éloignée de la Tuber incinatum qu'on va retrouver plus en octobre, décembre, janvier. Donc, on dit c'est une cousine plus à maturité, voilà. D'accord. Alors là, on est en été. Vous nous emmenez à la chasse aux truffes. On est dans le Grésivaudan. Ça, c'est votre propriété? Voilà, c'est un ami. Donc, ça fait depuis 2022, donc plus de 20 ans, que je m'occupe de la parcelle. Donc, j'entretiens. Avec des chênes? Voilà, avec des chênes. D'accord. Et donc, régulièrement, les truffes, les variétés dont vous parlez... pousse toute l'année. Voilà, il faut savoir que c'est un terrain qui a été fait dans les années 60. Dans les années 60, alors localement, c'est-à-dire on prenait des truffes sans savoir la variété de truffes. Donc, on faisait les plants eux-mêmes. Alors, c'est-à-dire, aux années 60, qu'est-ce qui s'est passé donc, il y a 60 ans? Donc il y a 60 ans, donc, les producteurs prenaient de la terre avec un gland et des spores de la truffe. Donc, faisaient un substrat et les plantaient comme ça, sans savoir si le résultat était fait dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Maintenant, avec le progrès, on a les pépinières Robin que je suis revendeur pour eux, donc en Isère. Donc, on fait des plants qui sont déjà au microscope, qu'on va déterminer les spores de la variété pour pouvoir faire des plants exclusivement de la mélano. Des plants truffiers. Des plants truffiers. Voilà. Donc, des chênes. Des jeunes plants, en fait. Parce que là, ce qu'on voit, on va voir votre terrain. C'est pas accessible à tous, hein, on peut le dire. On va pas aller fouiner avec nos chiens pour essayer d'aller en trouver. Après, on est à Limbin, on peut quand même le dire. On est à Limbin, voilà. D'accord. Et donc, ça, c'est un chêne. C'est un chêne qui date... c'est des vieux chênes qui ont plus de 60 ans. Alors, comme quoi, la truffe, elle produit toujours. Donc... oui, ça se renouvelle pas forcément. C'est-à-dire, on peut... Alors,
Sur ce terrain, l'avantage qu'il y a pour moi, c'est que toute l'année, il y a de la truffe. Parce qu'à l'époque, on prenait de la truffe sans savoir déterminer la variété. Parce qu'il n'y a qu'en 70, Gérard Chevalier, qui était de l'INRA, est allé en Italie comprendre la mycorhisation, donc avec les spores. Et avant, on ne savait pas déterminer la variété, on prenait de la truffe comme ça. Donc il y a eu un savoir-faire qui a permis de pouvoir développer des terrains. 70. D'accord, pour toute l'année. Là, vous... Oui. Pardon. Donc du coup, ces plants, ils étaient plantés 7 sur 8 à l'époque. Maintenant, on détermine plutôt 5 sur 5 en les laissant un peu bas. 7 sur 8, 5 sur 5, voilà. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, par rapport à la distance de l'arbre, on va les distancer au moins à 5 sur 5 maintenant. D'accord, il faut faire un peu d'arithmétique aussi. Alors, pour qu'il y ait plus de la lumière. Je comprends que ce soit rare, hein, s'il faut comprendre tout ça. Donc, alors, pour qu'il puisse de la lumière, de la chaleur, donc le terrain qu'il faut pour la mélano, c'est du terrain calcaire, donc, et de la pluie pour avoir les 3 éléments. Oh, je sens qu'on va avoir une belle saison. Voilà. S'il faut de la pluie, du calcaire, là, normalement, pour 2024, sera une grande année. Voilà, après, donc, les truffettes, elles sont en formation avec l'eau qu'on a eue. Donc, la truffette, elle devient au mois de mai. Donc, elle va grossir progressivement jusqu'au mois de août. Et après, elle va se stabiliser. Jusqu'à septembre, elle va se stabiliser. Et après, à long terme, elle va mûrir de l'intérieur au mois d'octobre. Et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il va y avoir un brûlé. Parce que la truffe, en dégageant un gaz, en mûrissant, elle dégage un gaz et ça va brûler autour de l'arbre. Donc, c'est pour ça qu'on va déterminer par rapport à l'arbre ce qui est productif. À l'automne. Mais oui, là, en été, celles que vous allez pouvoir dénicher, et elles se sont développées pendant combien de temps? Il faut 9 mois, ouais. 9 mois. Ouais. D'accord. Donc là... Et ça, vous ne pouvez pas trouver tout seul, on peut trouver grâce à Tonnerre. Voilà, Tonnerre. Tonnerre. Alors, qui est Tonnerre? C'est un jeune chien, hein, une chienne? C'est un mâle, voilà. C'est un mâle, Tonnerre. Il avait 1 an de moins, donc... il était encore tout jeune. Oh, mais il n'a pas trop changé. Il faut savoir qu'il avait 6 ou 7 mois. Oui, et il est élevé pour avoir un flair particulièrement sensible à toutes les variétés de truffes. Comment est-ce que vous faites? Alors, tout à fait. Bon, c'est un jeu entre le chien et le maître. C'est une complicité déjà. Alors, il faut lui cacher les truffes pour qu'il puisse ramasser la truffe et avoir la récompense. Ah oui, après, toujours. Voilà. Donc, en fait, là, ça c'est pas un jeu. Vous avez véritablement débusqué une petite truffe. Et lui, à la longue, une fois que je l'ai sorti, il va avoir la récompense. Alors là, lorsque vous avez été filmé par Mirko, vous en avez trouvé combien, par exemple, sur ce tournage? Là, on n'avait pas trop cherché. Il est content, hein? Enfin, il ne se force pas. Non. C'est un chien. Bon, moi, là, récemment... mardi, pour une petite récolte à la première, j'ai ramassé 1,8 kg en rien de temps. En une chasse à la truffe, un après-midi? Ouais, le plus dans la même parcelle, dans le même arbre, j'avais pu en ramasser 3,4 kg. C'était un record. Wow. Et vous les revendez par le biais d'une association, à des partenaires, à des... Bon, moi, juste à présent, il y a le plaisir d'offrir. Et en même temps, bon, je me suis consacré il y a quelques années avec le beurre de micelle. Montrez-le près de vous. Hop, ça, c'est le pâté truffé que je fais. Alors, il faut savoir que c'est tout naturel. Il n'y a pas de produits chimiques. Que vous faites. Vous êtes boucher. Voilà, je suis boucher de métier. Donc, vous récupérez... elle est là. Oui. Pardon, il y a le chat qui est ici. Vous voyez, on a vu le chien, tout de suite, elle est sortie. Donc c'est vous qui le produisez avec vos produits. Avec mes produits, localement. Donc, c'est fait localement au Sheila. Donc, j'ai M. Laurent Bigodi, qui est conserverie des Alpes, alors, qui m'a offert gentiment pour transformer. Alors, des gens très, très généreux. Et donc, pour moi, ça me permet de faire légalement mes produits. Avant, je les faisais en Savoie, mais bon, c'est vrai que c'est... Et là, cette année, j'ai fait le miel à la truffe. C'est vous? Vous avez vos ruches? Ou vous avez un producteur de miel, d'accord? Un producteur, un bio, voilà. Aromatisé à la... Alors, je fais du sel de fleur de sel de Camargue, voilà, de Camargue avec la truffe.
Et parce que le sel va permettre à l'arôme de se développer. Voilà. Parce que si je la râpe, là, ma truffe, alors je ne sais pas s'il faut la râper, s'il faut la trancher, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour la consommer? À la limite, c'est la râper sur des pâtes ou toujours au dernier moment. Surtout la truffe d'été, elle n'aime pas trop la cuisson. Elle aime le gras? Disons le gras, oui. Ouais. Voilà, c'est un conservateur et c'est un test de goût. Et après, la truffe d'été, elle se mange plutôt en brouillade, au bain-marie. En brouillade, c'est simple, on casse des œufs dans un récipient, on va râper la truffe et saler poivré, un film alimentaire dessus. On va laisser 48 heures, 72 heures au frigo, donc se marier entre le goût, le parfum. Et ensuite, on va prendre un récipient d'eau chaude, un cul de poule dedans, et on va incorporer donc une noisette de beurre ou de l'huile. Et on va verser une demi-heure avant, on va sortir le plat à température ambiante. Donc on va verser le contenu, donc la brouillade dans l'eau, dans le bain-marie. Et ensuite, avec le fouet, on va toujours remuer. Tout doux. Voilà, sinon toujours remuer. En fait, ce qui va se passer, c'est que la truffe, il faut qu'elle domine la cuisson. Si elle est dominée par la cuisson, elle perd sa saveur. Et on la sent plus beaucoup. Et au dernier moment, quand vous avez le fouet presque comme un blanc à neige, accroché, vous arrêtez votre cuisson. Et si vous avez 2 cuillères de crème fraîche, vous incorporez aussitôt. Encore mieux. Bah oui. Ça coupe la cuisson. D'accord. Et après, vous pouvez manger avec. Et ça révèle tout cet arôme. Celle-ci, elle est un peu moins puissante que la truffe, que la mélanosporum. C'est pour ça que j'insiste sur la truffe d'été, parce qu'ici, elle est très peu connue. En Provence, on l'utilise beaucoup plus. Avant, on se servait du casse-croûte pour les jeunes. En rentrant de l'école, ils faisaient manger de la truffe. Vous connaissez la Provence? Ah oui, voilà. Oui. Donc, je suis ambassadeur aussi. Oui, faites-la voir, parce que là, je pensais que vous étiez champion en arrivant. C'est un peu ça aussi. Qu'est-ce que c'est que cette médaille? Non, alors il y a 4-5 ans, c'est la confrérie de Carpentras, donc dans le Vaucluse. De Vaucluse, qui m'ont intronisé comme ambassadeur, chevalier ambassadeur de la truffe en Isère. Voilà. Et le Grésivaudan, alors? Ah, parce qu'il y a les confréries, c'est... D'accord. Donc, voilà, c'est dans tout l'Isère. Honoré dans le Vaucluse pour l'Isère. Voilà, donc ils m'ont honoré ça. Eh bien, bravo. Voilà, ça a été un peu une reconnaissance. Vous racontez votre histoire dans sur un livre. Dans ce petit livre. On peut le trouver où, ce livre? Alors, ce livre, on peut le trouver sur Internet. Éventuellement, avec madame, donc on peut faire... je vous le ferai lire et après, vous me direz ce que vous en pensez. On le trouvera à la librairie de Manon. Et après, voilà, moi, j'allais encore rien promis. Je lis d'abord. On le trouverait. J'ai pas donné l'année. Non, mais bon, moi, je l'ai mis comme à Super U à Pontcharrat, voilà, donc... moi, c'est plutôt sur les marchés, tous les gens, on parle de la truffe, ils me connaissent, ou alors... Et les associations dans le Grésivaudan, il y a des associations dans le Grésivaudan? Oui, alors il y en a deux associations. Alors moi, je fais partie du syndicat des trufficulteurs des Isères, voilà. Donc, on peut contacter pour se ravitailler, pour déjà se renseigner. Je suis un peu indépendant du syndicat. Moi, c'est la truffe du Grésivaudan. Sur Internet. Donc, la truffe du Grésivaudan. La truffe du Grésivaudan, j'ai un site. Et on peut se renseigner aussi et vous contacter par ce biais. Voilà. Merci beaucoup. Merci, moi, j'aimerais qu'on consacre une émission de 2h30 rien qu'à la truffe. Et on est certain que ça sera une belle saison. Vous reviendrez en automne pour nous parler de la truffe d'automne et d'hiver avec le chien cette fois-ci. Là, aujourd'hui, c'était le chien ou le chat. Voilà. Et peut-être même les renards, les blaireaux. On va peut-être en rencontrer avec vous, Alexandre, tout de suite. Et oui, on a dit que c'était la musique qui inquiète un petit peu le chat. On verra si on la retrouve. Connaissez J'ai deux amours, la petite chanson. Mon pays et Paris, vous, c'est ma forêt et mon piano. Voilà. Impossible, Alexandre, de choisir. Et pas la peine, surtout, car les deux se fondent naturellement l'un dans l'autre. Naturellement, d'ailleurs, piano et rando dans la nature. Quelle idée! Quelle idée, oui, je vous le demande. Vous êtes accompagnateur d'abord? Non, je suis pianiste d'origine, de formation, depuis que j'ai 5 ans, donc ça commence à faire quelques années maintenant. Une formation classique? Oui, une formation classique essentiellement.
Et donc j'ai passé pas mal d'années en tant que professeur de piano dans des conservatoires, au départ plus vers la Bretagne puisque je suis originaire de l'ouest de la France. Et puis depuis une douzaine d'années sur la métropole grenobloise, donc à Saint-Martin-d'Hers et puis à Saint-Égrève. Et donc la montagne, vous la pratiquiez déjà? La montagne, je la pratiquais en loisir. Et puis j'ai eu un petit besoin de régénérescence dans mon travail. Et donc j'ai décidé de passer le diplôme d'accompagnateur en montagne, le diplôme d'État. Ce qui s'est fait, ce qui s'est bien fait assez rapidement. Et donc je suis devenu accompagnateur diplômé en 2019, je crois. En moyenne montagne? En moyenne montagne, exactement. Et puis progressivement, en fait, je me suis rendu compte que l'association de la musique avec la montagne, ça pouvait être vraiment très intéressant. Et sur un peu un coup de tête, j'ai décidé d'équiper un piano droit, au départ dans une camionnette et puis maintenant avec une remorque pour le déplacer. Et donc j'ai toute une logistique pour pouvoir arriver à ce résultat et puis installer le piano comme là vous allez le voir sans doute. Oui, on va le voir le piano dans un petit instant. D'abord ici on est en Chartreuse, on va vers le grand son, le petit son. Alors je crois que là on va plutôt vers le petit son, même si je tiens à garder quand même les lieux un petit peu secrets, mais on est dans le secteur voilà, du petit son. C'est le grand ou le son, de toute façon il y a des sons. Ça reste assez large. Voilà, c'est fait exprès, non, d'avoir choisi le son, parce que ça s'écrit S-O-M, oui, mais ça se prononce. Dit son, c'est le hasard. Voilà, c'est une rando classique. C'est une rando. Au départ sans jeu de mots avec les pièces qui vont suivre avec le piano. C'est une rando classique et c'est une rando qui est plus typée balade, où l'idée c'est pas d'avoir un gros effort sportif pour les gens, donc mais très plus, accessible. Ouais, c'est très accessible, mais plus de prendre le temps de s'arrêter, d'écouter la forêt. Et puis de se faire du bien et de ralentir un peu son rythme, ce qui n'est pas complètement anodin aujourd'hui. Oui, puisque la musique commence avec la nature. Et c'est vrai qu'en Isère, voilà. C'est un territoire très musical parce qu'il y a beaucoup de sons très différents et notamment ce son très amplifié des oiseaux. Des oiseaux, du vent, des ruisseaux, plein de choses différentes. Ce qui en a inspiré beaucoup les compositeurs. Oui. Vous connaissez Olivier Messiaen? Oui. Alors, je ne sais pas si vous faites comme lui. Moi, je voulais qu'on l'écoute parce que c'est Olivier Messiaen, compositeur grenoblois, isérois. Écoutez et retranscrivez les sons de la nature. Ça donnait ça d'après lui. La seconde strophe, ce sont des batteries sur deux sons très célèbres. Tico, 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 tico. Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin et gong qui fait tchou, 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 tchou. Voici le râle de genêt. C'est étrange, ce rythme iambique, brève, longue, que l'on entend dans les hautes herbes de la prairie. C'est lui, il fait... Ah, c'est particulier, les oiseaux d'Olivier Messiaen. Vous faites ça, vous aussi Non, je laisse Olivier Messiaen s'occuper de ça. Non, moi, je vais pas jusque-là. Par contre, ce que j'incite vraiment, j'incite les gens à écouter et simplement écouter sans même savoir de quel oiseau il s'agit, si c'est d'une mésange ou d'un pinson. L'idée, c'est vraiment de prendre ces sons de la nature pour... se déconnecter de notre quotidien qui est des fois un peu agité, et puis surtout de se mettre dans une ambiance et un univers après pour le concert de piano. En fait, quand on a parcouru ces sentiers dans une ambiance, là on est en fin de journée déjà, puisqu'on arrive au crépuscule, devant votre piano, oui. On est dans des dispositions particulières, on a fait un effort, on est particulièrement disposé à écouter, à s'imprégner de votre musique. Oui, exactement, et c'est vrai que vous l'avez souligné, ça se passe en fin de journée d'été et c'est un moment qui est très agréable en forêt ou en montagne puisqu'il n'y a plus personne, les randonneurs sont pour la plupart partis, il y a encore les oiseaux et surtout les rayons du soleil qui deviennent un petit peu rasants, donc on a une lumière complètement différente, là on le voit. Et c'est un moment où je pense que les gens ont besoin d'un peu plus de sérénité, de calme, tout se ralentit en fait.
Et donc vous prenez le temps, j'espère que vous mangez un petit casse-croûte quand même Oui, aussi. on mange un petit casse-croûte, il y a même des fois un petit apéritif qui est offert. Et vous allez vous changer parce que vous Oui, êtes, vous voilà, passez, là donc, je sors, ça y est, je là, sors de la forêt. Je ne sais pas si vous avez votre ma tenue de loge concert. cachée dans la Non, forêt. ma loge, c'est mon petit bout de remorque ou la forêt. Et vous passez de l'accompagnateur au concertiste. Exactement, voilà. Ce qui est des fois pas simple, parce qu'il faut changer complètement de casquette, et puis le concert de piano, ça demande une grosse concentration. En plus du fait qu'il fait quand même assez froid en montagne, là on est aux alentours de 1300 mètres d'altitude là, sur cette vidéo, donc même en plein été, il fait frisquet. Ça m'arrive de jouer à 9-10 degrés. Oui, parce que donc, les doigts sont je peux froids. sortir les mitaines. Ah voilà. oui, Oui, ça m'est arrivé, ouais. Ça peut te... jouer en frais. toutes circonstances. Mais en même temps, c'est vraiment un très, très grand plaisir de jouer dans cet univers-là. Et puis, je m'en étais pas rendu compte au départ en montant cette formule, mais ça fait sortir la musique classique de ces carcans, des fois, un peu, qui peuvent faire peur aux gens qui sont pas du tout initiés à la musique classique. Et là, les gens viennent, la plupart ne sont pas forcément mélomanes, en tout cas de musique classique, mais ce qu'ils viennent, eux, chercher, c'est justement une autre expérience. Oui, qu'est-ce que vous jouez notamment Moi, je joue un répertoire très classique, mais plusieurs époques. Oui, c'est ça. En fait, grosso modo, ça s'étend du XVIIIe siècle à quasiment aujourd'hui. Rameau. Voilà, Rameau, Scarlatti pour l'époque baroque, donc le XVIIIe. Et puis après, je passe sur l'époque plus romantique avec Beethoven, Chopin, évidemment, parce que c'est quand même un peu un incontournable du piano. Et puis voilà, ça continue après avec Debussy, Fauré. Et après, des fois, je peux terminer sur des œuvres un petit peu plus actuelles, enfin plus contemporaines. Avec cette ambiance et le son. Et le son, oui, il y a les oiseaux. Les animaux comme dans Blanche-Neige se mêlent à vous et chantent un peu avec vous. Alors, je ne sais pas s'ils chantent avec moi. Là, j'ai fait une rando piano mardi soir et c'était, il y avait vraiment un concert d'oiseaux en même temps. C'était assez fabuleux. Au fil de l'été, les oiseaux se calment un petit peu le soir. Mais ça vous inspire aussi. Ça m'inspire, en tout cas, ça m'apaise pour jouer. Et c'est très agréable. Il y a le vent aussi dans les feuilles qu'on entend. Il y a des fois la chouette. Enfin, le lynx, parce que alors, le lynx, ça s'appelle l'oreille du lynx. Oui, l'oreille du lynx, oui, parce que le lynx, il est présent dans le massif de la Chartreuse et que c'est un animal assez emblématique, assez mystérieux. Donc cette image-là me plaisait. Et puis l'oreille, c'est pour évidemment, d'habitude, on dit plutôt l'œil de lynx. Et l'oreille, c'est pour le côté musical. Et le piano est toujours sur place ou il est protégé dans un... Alors le piano, moi je le déplace à chaque fois. Parce que l'humidité, il n'aime pas trop. Alors l'humidité, il n'aime pas trop. Après, c'est un vieux bonhomme, ce piano, il a près de 50 ans. Et du coup, je pense que les bois ont bien vécu, les feutres aussi. Et je pense que c'est un vrai atout pour lui qu'il soit... Et puis c'est un bon piano, voilà, c'est un Pleyel fabriqué par Schimmel, donc ça reste quand même une très bonne facture. Et il est sympa, je le bichonne. Il s'est adapté à la nature, finalement. Il s'adapte à la nature. Il faut l'accorder régulièrement, il faut l'accorder, il faut le régler. Ça va, il tient quand même assez bien. Et puis j'ai mon accordeuse de piano, Marion Lenné, là, dans l'avant-pays savoyard, qui fait un super boulot là-dessus. Donc, bravo à elle. C'est précieux. Et donc, cette ambiance très particulière, c'est vrai que c'est un spectacle complètement à part pour les randonneurs. Vous avez des groupes, vous randonnez essentiellement le mardi pendant l'été? Non, le mardi, c'est parce que là, c'était un groupe privatisé. Enfin, il y a des gens qui veulent privatiser pour un groupe d'amis, pour une asso de randonneurs. Donc, on peut vous réserver. Si on contacte l'Oreille du Lynx, voilà. On peut soit réserver donc, en mode privatisation pour un groupe, soit aller sur mon site, donc oreilledulynx.fr, et là, vous trouverez les différentes dates que j'organise l'été et où toute personne peut s'inscrire en individuel, en fait, sur un groupe après qui est de 15 personnes. Pour profiter de ce moment à part. Exactement. Vraiment. On est hors du temps. Oui, je pense qu'on est un peu hors du temps. Ouais. C'est ce que les gens disent. Oui, et puis on sensibilise aussi le public qui était peut-être peu averti à la musique classique, qui peut la redécouvrir à sa source, vraiment, dans cette nature. Et ben, merci pour cette très très belle découverte. Merci. On ne va pas retrouver le chat maintenant. On vous garde pour le petit coup de cœur quand même de l'émission. Allez, tout de suite. Si, tout de suite, on a un petit coup.
passer. Et on reste, oui, on repart. Le chat mobilise même quand on le voit pas, il est partout. On repart en Chartreuse avec vous, alors avec des tisanes particulières, des plantes aromatiques. Ouais, alors j'ai décidé de faire un petit coup de cœur double de deux amis qui sont, pour l'une qu'on voit actuellement, Tida Ao, qui est productrice et cueilleuse de plantes médicinales et qui fait des magnifiques tisanes, entre autres, et puis également de la gémothérapie. Quintessence de Chartreuse. Quintessence de Chartreuse. Et puis des confitures aussi. Et des confitures parce que vous avec. Ne pouviez pas choisir, mais on reste non, je en ne peux local. pas choisir, impossible. Avec Sylvelle Muraz. Du coup, confiture, mais elle fait également des sirops, des coulis avec ses petits fruits qu'elle cultive. Et elle fait d'ailleurs également de la tisane. Comme à la sa truffe, voisine. non, Non, pas à la truffe. Mais en fait, cette tisane-là, elle m'accompagne assez régulièrement pendant les randos piano, parce que quand le frais retombe, j'aime beaucoup offrir ces tisanes aux gens sur le terrain. Bon, merci pour ces petits coups de cœur. Vous avez compris que la prochaine rando piano se fera dans la truffière de Pascal. C'est pas bien loin, il suffit de redescendre. Donc avec un goûter à la truffe, il y a un super concept à développer encore plus loin. Et les petits bouquins, évidemment, ça en fera partie. Voilà, c'est ce qu'on appelle le réseau de notre émission. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir offert ces belles découvertes. Vous laissez bien les truffes ici sur ce plateau. Ouais, on vous retrouve très bientôt. Et merci à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.